Les gars, aujourd'hui, on va se parler les yeux dans les yeux. Vous allez me faire le plaisir de jeter à la poubelle tous ces isekai industriels, génériques et dégoulinants de bons sentiments. Oubliez les scénarios prémâchés où un héros sans charisme reçoit un pouvoir divin en claquant des doigts pour s'offrir un harem d'elfes. Aujourd'hui, on va parler du roi incontesté du genre, Mushoku Tensei. Et on va le faire de la manière la plus brute, la plus hardcore et la plus honnête possible, en se basant sur le light novel original, là où le monde est dépeint sans aucun filtre. Vous êtes prêts? Parce que cette histoire n'est pas un divertissement familial et joyeux. C'est une épopée cruelle, boueuse, mais d'une vérité absolue. C'est le récit d'un déchet humain qui a totalement détruit sa première vie, qui est tombé au fond du gouffre, et qui va se battre de toutes ses forces pour laver les souillures de son âme. Et au centre de ce drame, il y a Rude Guerra. Ou plutôt, l'âme de sa vie antérieure. Beaucoup de gens aiment balayer son passé d'un revers de main en le qualifiant poliment de simple hikikomori, de paresseux casanier. Mais ne nous voilons pas la face, et n'ayons pas une pitié mal placée pour lui. Ce mec n'est pas la victime de son environnement, c'est l'encyclopédie universelle de la déchéance humaine. Visualisez la scène, 34 ans, 100 kilos de graisse, des semaines sans se laver, prostré dans un trou à rats qui pue la moisissure et les détritus. Dans le roman d'origine, l'auteur ne lui fait aucun cadeau et déshabille sa misère psychologique jusqu'à l'os. Au lycée, il a subi un harcèlement d'une cruauté perverse, mis à nu, attaché à une barrière sous les rires des autres. Cet événement a totalement pulvérisé son esprit. Il a commencé à haïr la terre entière, s'est erré dans le noir, devenant une bête traquée et terrifiée. Sauf que se faire briser par le monde ne fait pas de vous un saint. Sa légitime défense s'est transformée avec les années en un égoïsme et une froideur pathologique. Le jour de la mort de ses parents, il n'a même pas détourné le regard de son écran d'ordinateur. Il n'est pas allé aux funérailles. Pendant que sa famille était noyée dans un deuil atroce, lui restait enfermé dans sa chambre à faire les choses les plus immondes, en matant des photos de mineurs. Ses propres frères, à bout de nerfs, ont fini par exploser, une droite monumentale en plein visage, et ils l'ont jeté à la rue, sans un centime. Et là, ce spécimen marche sous une pluie battante, en pleurant sur son propre sort. C'est à ce moment précis que le dieu des isekai, le légendaire Truck-kun, fait son entrée. Dans la dernière seconde de sa misère, un sursaut d'humanité jaillit enfin du fond de ses tripes, il pousse des lycéens pour les sauver, et se fait broyer par le camion. Sauf qu'il ne va pas en enfer. Son esprit se réveille dans le corps d'un nouveau-né, dans un autre monde. Si vous voulez voir comment se handicaper mental, confortablement, écoutez ce décryptage jusqu'au bout, et on démarre le chantier. Vous pensiez que se réincarner était un jeu amusant? Pour Rude, les premiers mois sont un pur cauchemar existentialiste. Le light novel est brillant là-dessus, car il crée un contraste ultra-viol. Dans l'enveloppe d'un bébé tout mignon et potelé se cache un homme adulte lourdement traumatisé, dont l'âme est déjà corrompue. Tu ne peux pas te retourner, tu ne tiens pas ton coup, et tu dépends des autres pour changer tes couches. N'importe quel esprit normal sombrerait dans la folie par pure honte. Mais le câblage cérébral de Rude est différent. Quand sa nouvelle mère lui donne le sein, à l'extérieur c'est un ange, mais à l'intérieur, il salive comme un vieux pervers et prend ça pour un fanservice gratuit. Ce mec est irrécupérable. Mais sous ce masque de vice et de luxure se cache une terreur qui lui glace le sang. L'anxiété sociale et l'agoraphobie de son ancienne vie ont été transférées telles quelles dans ce nouveau monde. Il meurt de trouille à l'idée que son entourage découvre qu'il n'est qu'un déchet irrécupérable et qu'on le piétine à nouveau. Rude comprend très vite une chose, s'il continue à vivre comme une plante verte en attendant la mort, sa fin sera encore plus humiliante que la première. La magie devient alors sa seule et unique bouée de sauvetage. Le roman décrit l'apprentissage de la magie avec une logique implacable. Alors que les enfants de son âge ne savent pas aligner 3 mots, ce gamin rampe chaque jour jusqu'au bureau de son père pour voler de lourds grimoires et les lire pendant des heures. C'est là que son don s'éveille. En réalité, ce n'est pas un pouvoir offert par le système, c'est juste qu'il comprend un angle mort que les mages de ce monde n'ont jamais capté en une vie entière. La magie n'est pas une récitation bête et méchante de formules magiques, c'est le contrôle de l'énergie brute par l'imagination. Il commence à modéliser la matière au niveau microscopique dans sa tête.
Il imagine avec précision comment les molécules d'eau se condensent dans l'air, comment l'énergie thermique les compresse pour créer de la glace, et comment l'énergie cinétique propulse ce projectile comme une balle de fusil. De plus, comme les canaux de mana ne peuvent s'élargir que pendant la croissance de l'enfance, Rude s'entraîne chaque jour jusqu'à l'épuisement total, s'évanouissant de fatigue. Résultat ? À l'âge de 5 ans, sa réserve de mana dépasse déjà celle des mages de la cour royale. Ses parents, terrifiés et fascinés par ce petit monstre, décident d'engager un tuteur. C'est ainsi que Roxy Migurdia débarque chez les Grera. Dans l'œuvre originale, Roxy n'est pas du tout la waifu en carton-pâte qu'on voit dans certains animés bas de gamme. C'est une magicienne d'expérience, qui a roulé sa bosse et survécu à la dure réalité du monde. Dès la première seconde, son instinct lui dit que le regard de ce gamin n'est pas normal, qu'il cache quelque chose de louche. Rude, fidèle à lui-même, essaie d'abord de faire le pervers dans sa tête, mais Roxy va, sans le vouloir, briser d'une immense baffe le plus grand défaut du garçon, son arrogance. Chaque fois que Rude se prend pour un génie omniscient de la science moderne, Roxy humilie son ego avec sa véritable expérience du combat et sa maîtrise des sorts de haut niveau. Elle le force à ranger sa fierté mal placée et à redevenir un humble étudiant. Pourtant, le vrai champ de bataille de Rude n'est pas la zone d'entraînement. Les murs de sa propre maison sont la frontière de son traumatisme. La voix dans sa tête hurle en permanence, si tu oses sortir, les gens dehors vont te humilier et te cracher dessus comme avant. Chaque fois que son père essaie de l'emmener faire un tour au village, Rude étouffe, sa vue se brouille, et il fait une crise de panique totale. Vient enfin le jour de l'examen de fin d'études. Roxy l'emmène hors du village pour la pratique. La description de ce moment donne des frissons. Roxy lui prend la main, le fait monter sur un cheval et franchit la limite du domaine. À cet instant, Rude a l'impression qu'on lui arrache la peau des os. La peur lui donne la nausée, les visages de ses anciens bourreaux dansent devant ses yeux, il se recroqueville en attendant les coups. Mais alors qu'ils avancent, les villageois sourient. Ils saluent Roxy, et saluent même poliment Rude. Personne ne veut lui faire de mal. Le monde extérieur est normal. Il est bienveillant. À cette seconde précise, l'abcès psychologique qui le rongeait depuis 20 ans éclate une bonne fois pour toutes. Rude regarde le dos de Roxy qui le protège du vent et de la poussière, et ses larmes se mettent à couler sans s'arrêter. Cette jeune fille de la race des démons, si petite par la taille, vient d'accomplir un miracle, elle a brisé la prison mentale qu'il s'était lui-même construite. À partir de ce jour, Roxy devient sa déesse. Et il se jure une chose, plus jamais de sa vie il ne reculera pour retourner dans sa chambre noire et puante. À l'âge de 7 ans, son père l'envoie loin de la maison pour qu'il découvre le monde et gagne de quoi payer ses futures études. Il devient le tuteur de sa cousine, Eriborea Grera. En passant la porte, Rude prend une immense gifle. La famille Borea est une meute de sauvages drapés dans de la soie précieuse, et Eri est un véritable tigre sauvage à peau humaine. Dès la première rencontre, Rude essaie d'utiliser son expérience d'adulte pour jouer les gentlemen polis. Mauvaise idée. La jeune fille lui décoche une droite monumentale qui l'encastre dans le sol. N'importe quel enfant serait rentré chez ses parents en pleurant, mais Rude applique la logique froide des adultes, il sait que ça ne sert à rien de discuter avec une brute pareille. Eri ne respecte que les poings et la force. Rude prend alors un risque immense et orchestre un faux enlèvement pour faire comprendre à cette fille gâtée que le monde extérieur est cruel et que son statut de noble ne vaut rien face à une lame. Sauf que les plans ne se passent jamais comme prévu, de vrais ravisseurs débarquent, et le sang se met à couler. Face à la mort en direct, Rude ne fait pas dans son froc. Au contraire, il devient aussi froid qu'un reptile. Sans aucune hésitation, ce gamin de 7 ans utilise sa magie pour accomplir son premier meurtre, liquide les assassins et arrache Eri des mains de la mort. C'est à cet instant précis, au milieu d'une mare de sang, qu'Eri voit de quoi ce garçon est capable. Ce n'est pas un intello fragile, c'est un homme, un vrai, qui sait assumer ses responsabilités quand tout s'effondre. Rude vient de payer de son sang sa confiance absolue. En quelques années, il transforme un chien enragé qui mord tout le monde en son allié la plus fidèle. Mais le plus important, c'est sa propre métamorphose. Rude passe du statut de lâche théoricien à celui de leader calme, stratégique et influx. Pourtant,
Alors que Rude pense enfin tenir sa vie entre ses mains, le destin, ce vieux sadique, décide de lui infliger une nouvelle leçon. À l'âge de 12 ans, un cataclysme magique sans aucun signe précurseur frappe la région de Roa. Un flash blanc déchire le ciel, et des millions de personnes sont téléportées aléatoirement aux quatre coins du globe comme des grains de sable. Quand Rude rouvre les yeux, il fait face à une terre stérile et infinie, le continent des démons. C'est la terre d'exil de ce monde. Aucune loi, des monstres partout, et la moindre créature n'attend qu'une chose, vous arracher les tripes pour son dîner. N'importe quel gosse de 12 ans serait mort dès le premier jour. Mais Rude possède une carte maîtresse que personne d'autre n'a, son passé de déchet. Les gars, quand un homme a déjà traversé les moments les plus sombres de l'existence et goûté à une vie pire que la mort, il possède un gilet pare-balles mental naturel. Il n'a plus rien à perdre. Personne ne viendra le sauver, la seule solution c'est de serrer les dents et de survivre. Il mange de la nourriture de fortune, dort sur des pierres glaciales par un vent à décorner les bœufs, et doit risquer sa vie à chaque seconde. Sa magie n'est plus un art, c'est l'outil de mise à mort le plus efficace du monde. Il apprend à créer des projectiles minuscules et ultra compressés pour perforer le crâne des monstres à vitesse supersonique avant même qu'ils n'aient capté sa présence. Durant son voyage, il croise la route de Kishirika, l'impératrice des démons, et obtient l'œil de l'esprit, qui lui permet de voir une seconde dans le futur. Mais le roman est très clair là-dessus, cet œil n'est pas un pouvoir gratuit pour tricher. Il inflige une charge mentale absolument terrifiante. Chaque fois que Rude l'active, il doit endurer une douleur crânienne atroce, forçant son corps d'enfant à suivre le rythme de sa conscience augmentée. Mais le plus dur n'est pas la survie physique, c'est de garder sa boussole morale. Sur le continent des démons, la morale du monde civilisé ne vaut absolument rien. Pour obtenir un billet de bateau et retrouver le chemin de sa maison, Rude est obligé de frayer avec la mafia locale, des contrebandiers, et même des marchands d'esclaves. Durant cette période, il doit faire des choix extrêmement sombres, voire cruels. Il corrompt des gardes, manipule les factions, joue avec le feu. Lors d'une exploration, son équipe voit un autre groupe d'aventuriers se faire acculer par des monstres. À cet instant, Rude calcule le rapport perte-profit à toute vitesse dans sa tête. Sa conclusion est froide, s'ils foncent jouer les héros, leur propre équipe sera entraînée dans la tombe. Il choisit de préserver les siens et regarde ces hommes se faire dévorer vivants par les monstres. À ce moment précis, l'âme du lâche hikikomori de sa première vie est définitivement broyée par cette terre impitoyable. Il a compris que dans un endroit où l'on tue pour un morceau de pain, jouer les héros magnanimes ne sert qu'à mourir comme un idiot. Ce voyage de 3 ans sur le continent des démons a transformé un jeune prodige en un loup solitaire au regard de glace, vétéran et dangereux. Mais même s'il a les mains couvertes de boue, ses valeurs intérieures restent intactes, il serre toujours contre lui le pendentif que Roxy lui a laissé, la seule lumière qui le pousse à ramener tout le monde à la maison. Mais alors qu'il a traversé la moitié de la planète et survécu à 1000 morts pour rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il attend? Une tragédie absolue. Sa terre natale est en ruine, sa famille est dispersée, et Eri, celle qu'il a protégée au péril de sa vie et à qui il a offert sa toute première nuit d'amour, l'abandonne au petit matin en ne laissant qu'un simple mot de quelques lignes. Eri est partie pour devenir plus forte, pour avoir un jour le droit de se tenir à ses côtés et de le protéger à son tour. Mais à ce moment-là, Rude n'en sait rien. Pour lui, ce bout de papier est une condamnation à mort. Rude s'effondre totalement. Toute sa force, toute sa magie s'évapore en une seconde. Il plonge dans une dépression majeure bien plus profonde que celle de son ancienne vie. Il reste des semaines allongé sur un lit sans bouger, à fixer le plafond, réveillé chaque nuit par des cauchemars, au point de développer des troubles fonctionnels de son propre corps. Il a l'impression d'avoir fait tout ce chemin pour redevenir le déchet d'autrefois, abandonné par le monde et privé de tout. Sauf que le Rude de cette vie n'est plus le lâche d'autrefois. Il refuse de pourrir définitivement dans sa décharge mentale. Il se lève en serrant les dents, plaque un masque de glace sur son visage, et part seul. Vers le continent du Nord sous le pseudonyme du Kagmir, le Bourbier. Là-bas, il commence à enchaîner les missions les plus suicidaires, massacrant des hordes de monstres stratégiquement. Pour les aventuriers du Nord, c'est le fou le plus dangereux et le plus imprévisible de la région.
En réalité, il utilise juste le travail à outrance comme une mutilation psychologique pour anesthésier sa douleur intérieure. Plus tard, il entrera à l'université de magie, y retrouvera son amie d'enfance Sylphiette, et guérira petit à petit ses traumatismes passés et présents dans la douceur de cette relation. C'est alors que l'histoire passe au boss final. Le véritable marionnettiste de ce monde sort de l'ombre. Itogami, le dieu des humains, qui utilisait Rude comme un simple pion depuis le début, et Orsted, le dieu dragon, un être doté d'une puissance de destruction absolue et étouffante, font leur entrée officielle. Lors de son premier face-à-face avec le dieu dragon, Rude passe à 1 millimètre de la mort définitive. Orsted lui transperce le thorax d'une seule main. S'il n'avait pas eu un coup de chance monumental, il serait resté sur le carreau. C'est cette impuissance totale face à des entités divines et cette terreur de la mort qui vont forcer Rude à accomplir la dernière et la plus importante métamorphose de son existence. Il réalise que sa réserve de mana dont il était si fier ne vaut rien face au vrai dieu de ce monde. Et Itogami a déjà tendu ses mains noires vers ce que Rude a de plus cher, ses épouses, Roxy, Eri et Sylphiette. Pour protéger sa femme et ses enfants, Rude écrase sa peur viscérale. Il abandonne toute fierté, met un genou à terre, choisit de se soumettre et devient volontairement le bras droit du dieu dragon. Il déclare officiellement la guerre à Itogami, ouvrant la voie à une guerre d'usure et d'espionnage tactique qui va durer des décennies, où l'intelligence et la puissance militaire sont poussées à leur paroxysme. C'est là que sa colonne vertébrale se redresse pour de bon. Si on regarde la longue vie de Rude Guerra avec un peu de recul, c'est incontestement la plus grande épopée jamais écrite sur le thème de la seconde chance. Ce mec a eu une vie lourde, complexe, épuisante. Il a fait des choix stupides, commis des erreurs écœurantes, et son égoïsme a parfois donné envie de lui coller des claques. Mais il a réussi une chose, et écoutez-moi bien les gars, il n'a plus jamais fui devant la difficulté. Il a fondé une famille immense et chaleureuse, élevé ses enfants, et protégé l'avenir de ce monde dans l'ombre aux côtés du dieu dragon. Finalement, à l'âge vénérable de 74 ans, entouré de tous ceux qu'il aime, il s'éteint paisiblement sur son lit d'hôpital. Quand son âme retourne dans cet espace purement blanc et qu'il fait face une dernière fois à Itogami, Rude se contente de sourire. Il n'a plus la honte ou la peur d'autrefois dans le regard, parce que cette fois, il a brûlé jusqu'à la dernière goutte de carburant de son réservoir. Il n'a pas gâché cette vie volée au destin. Et c'est exactement pour ça que même si on l'insulte parfois de pervers ou de coureur de jupons, on ne peut pas s'empêcher de verser une larme devant son histoire. La beauté de cette œuvre, c'est que le héros n'est pas un saint né avec une auréole sur la tête. C'est un homme qui est tombé dans le ruisseau, qui s'est couvert de boue et de sang, mais qui a ramassé sa dignité morceau par morceau pour reconstruire sa vie de ses propres mains. Pour chacun d'entre nous, cette lutte à mort contre sa propre lâcheté et ce retournement de situation au milieu de la tragédie est la chose la plus humaine et la plus percutante qui soit. Voilà les gars, on s'arrête là pour aujourd'hui. Après avoir vu la vie entière de Rude, qu'est-ce que vous en pensez au fond de vous? Est-ce que cette seconde moitié de vie, payée au prix des larmes et du sang, a fini par racheter les crimes de sa première existence? Est-ce qu'il mérite le titre de vrai bonhomme? Balancez vos avis les plus honnêtes dans l'espace commentaire, pas de langue de bois. Vos messages sont le carburant ultime pour m'aider à briser les algorithmes de TikTok et de YouTube, alors faites exploser l'espace com. Comme d'habitude, le combo bleu, un pouce, un abonnement, un partage. Activez la cloche pour ne rater aucun décryptage de leur hardcore. Profitez de chaque opportunité que vous avez dans vos vies, ne choisissez pas de vous terrer à l'âge où il faut tout donner. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, les prochains dossiers sont encore plus lourds alors restez bien accrochés. Allez, les frères, on se détend, et à la prochaine. Ciao.